Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Décadence, publié chez Flammarion, c'est le livre événement, tout le monde parle de ce livre. Vous faites la une, par exemple, du magazine Le Point, Décadence, votre livre choc. Vous racontez 2000 ans d'histoire et vous expliquez aujourd'hui que cette civilisation judéo-chrétienne est à bout de souffle. Elle s'effondre, dites-vous, elle va être remplacée par quoi ? Par une autre civilisation dont on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler, même si on s'occupe un peu de démographie, je sais qu'aujourd'hui la démographie passe pour une science de droite, donc pas pour une science, mais elle nous dit un certain nombre de choses, la démographie, et je pense effectivement que l'ancienne Europe judéo-chrétienne, blanche, catholique, etc., tout ça s'efface au profit d'un multiculturalisme et d'une mondialisation généralisée. Donc il y a quelques blocs qui vont faire la loi, on peut imaginer l'Inde. On parle de l'islam, par exemple ? Oui. Par exemple, vous dites ça ? Oui, on peut voir effectivement qu'il n'y a pas de Confucéens qui tuent des Français au nom de Confucius, il n'y a pas d'hindouistes qui, au nom de l'hindouisme, estiment qu'il faut prendre la place spirituelle majeure en Occident, mais il y a effectivement quelques-uns, des minorités agissantes, que je ne confonds pas avec les majorités silencieuses, mais des minorités agissantes qui estiment qu'effectivement l'Europe judéo-chrétienne est en train de s'effondrer et que l'Europe est à vendre. Oui. Vous dites c'est du nihilisme, l'Europe a sombré dans ce consumérisme, d'une certaine façon elle est presque à vendre, à bout de souffle, et vous dites en face il y a, et notamment du côté de l'islam, des gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Comme il y avait au début du christianisme des gens qui étaient prêts à mourir pour leurs idées. C'est-à-dire que les civilisations ne se constituent que sur le sang. Le sang qui coule, le sang versé, donc il faut des soldats, des guerriers, des soudards, des égorgeurs, des massacreurs, et c'est comme ça que le christianisme s'est constitué. Oui. Et c'est comme ça que toutes les civilisations se sont constituées. Et il y a juste un moment donné où effectivement, il n'y a plus de soldats pour un empire, il n'y a plus de soldats pour une civilisation, nous n'avons plus de soldats, il y a juste des gens qui sont payés pour faire le métier de militaire en tuant de très loin avec des écrans, mais en ne mettant pas en jeu leur propre existence, et aucun Français n'est prêt à mourir pour ses idées, alors que dans l'islam, il y a un certain nombre de combattants qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Oui, mais quand vous dites, Michel Onfray, le barbare d'hier est toujours le civilisé d'aujourd'hui, vous dites qu'en quelque sorte, ceux qui seraient jugés aujourd'hui comme des barbares, demain seront des civilisés ? C'est toujours comme ça que les choses se sont passées. C'est-à-dire, si vous faites l'histoire du concept de barbare ou du mot barbare, barbare n'a jamais signifié que l'étranger, que le nom de l'étranger. L'autre, c'est celui qui barbare, qui ne parle pas grec. C'était comme ça que finalement on expliquait qu'il y avait des barbares. Et de fait, vous savez comment l'histoire s'écrit. Elle s'écrit avec les vainqueurs. Si vous êtes un vaincu, eh bien c'est facile de dire que vous êtes un barbare. Si vous êtes un vainqueur, et on dira que vous êtes grand, fort, puissant, que vous êtes un soldat de l'idéal, que vous êtes un héros, etc. Donc il faut penser effectivement dans ces configurations-là. Tout le monde a toujours fait couler le sang. C'est toujours comme ça que les choses se sont passées. Les pacifistes, les gens qui refusent qu'on fasse couler le sang sont rarissimes, sont vraiment minoritaires et marginaux. Vous racontez de l'histoire du catholicisme, vous racontez des situations tout à fait barbares, l'Inquisition, les sacrifices, les tortures. Bien sûr. Mais toutes les civilisations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une civilisation qui échappe à ça, et elles sont toutes nourries du sang. On verse le sang. Alors même quand il y a des débuts de civilisation, on essaie une civilisation bolchevique, on massacre la famille du tsar, le tsar et sa famille. On essaie de faire une civilisation avec l'homme nouveau de Rousseau, avec la Révolution française. On décapite le roi, on décapite la reine, et puis on massacre Louis XVII, qui est un petit garçon qu'on traite comme un animal, et qui finit d'ailleurs par mourir comme un animal prostré. Oui, la barbarie. Alors, vous dites aussi, le 11 septembre a eu l'effet du passé et était la cause du futur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je dis qu'il y a un moment donné, c'est d'ailleurs pourquoi c'est le sous-titre de ce livre, enfin du moins le bandeau, de Jésus à Ben Laden, il y a un moment donné où on se dit effectivement, ça paraît très clair, Ben Laden, pour aller large, Ben Laden et les siens ont déclaré la guerre à l'Occident. Il faut lire les textes de Ben Laden. C'est pas seulement un personnage comme ça dans les nuées, c'est quelqu'un qui pense, qui écrit, et qui a une doctrine, et qui a une proposition. Et il fait une proposition qui est de dire, l'Occident est à prendre, il est à vendre, détruisons l'Occident, c'est notre ennemi, et on y va, on fait la guerre. Et on fait la guerre, on commence avec les tours du 11 septembre, et je dis, quelque chose s'initie là, qui fait qu'effectivement, il y a une guerre asymétrique entre des gens qui sont dans le désert et qui n'ont pratiquement rien à leur portée, c'est-à-dire à leur disposition, un pick-up, quelques kalachnikovs, des individus bien décidés, puis on a en face l'armée la plus puissante du monde qui ne peut rien faire avec ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire contre 4 individus qui achètent des cutters. Même avec des bombes atomiques, dites-vous. Voilà. Alors vous dites, il faudra faire le compte de ce que la France a fait, notamment en tuant des musulmans, dans des guerres menées, dites-vous, avec le soutien de philosophes et l'appui de médias dominants. Oui.
Écoutez, depuis 1991, François Mitterrand a converti la gauche au bellicisme et à la politique américaine, c'est-à-dire de la tradition. Mitterrand, chacun a vu les images, il est allé au Panthéon, il a déposé une rose sur le tombeau de Jaurès, qui était pacifiste, qui ne voulait pas de cette Première Guerre mondiale et qui a été tué justement parce qu'il ne voulait pas de cette guerre. Et Mitterrand, en acceptant les guerres de Bush, rentre dans un processus qui, je le dis, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, mais a généré 4 millions de morts. Il y a 4 millions de musulmans qui sont morts à cause de ces guerres déclenchées par l'Occident et qui ont généré effectivement une espèce de ressentiment généralisé de l'Oumma, de la communauté musulmane planétaire. Et je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que je le comprends. Oui. Je Vous comprends. dites que c'était la réponse politique. Le 11 septembre était la réponse politique à la politique que l'Occident menait en terre musulmane. Oui, et comme le terrorisme s'explique aussi comme ça. On peut toujours faire le moraliste, et ça marche toujours. Les terroristes sont des méchants, ils sont des barbares, nous on est civilisés, on est des bons, et puis l'affaire est réglée. On peut dire ça, mais le philosophe ne fait pas ce travail-là. Le philosophe fait un travail de généalogiste et dit d'où ça vient. Pourquoi des gens peuvent-ils un jour arroser à la mitraillette d'autres individus qui n'ont rien fait, juste boire un coup à la terrasse d'un café ou danser au Bataclan? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Et je dis, mais remonter en amont, on ne peut pas bombarder depuis 1991 des populations musulmanes partout sur la planète, Afghanistan, Mali, Mauritanie, détruire l'Irak, détruire la Libye, détruire la Syrie, détruire tous ces pays-là, faire monter une espèce de violence généralisée. Une croisade, vous dites, c'est la croisade de Bush à laquelle la France est alliée. Mais c'est une croisade, ça a été présenté comme telle, et la France, quand elle a choisi le camp de cette croisade, a choisi effectivement de faire partie des gens qui ont massacré 4 millions de musulmans sur la planète. Michel Onfray, vous ne dites pas, comme Éric Zemmour, qu'il y a du respect pour les djihadistes, et pour lequel d'ailleurs le tribunal a classé cette affaire sans suite. Vous ne dites pas avoir du respect pour les djihadistes? Non. Vous savez, il y a cette phrase célèbre de Spinoza qui dit « ni rire ni pleurer, mais comprendre ». C'est-à-dire que je ne suis pas dans le jugement de valeur en disant c'est bien, c'est pas bien, il aurait fallu, il n'aurait pas fallu, il faudrait faire, faudrait pas faire. Ils ont du courage, oh comme c'est merveilleux, nous n'avons plus de courage, oh comme c'est déprimant. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des jeux de force, que si à un moment donné il y a un domino qui s'écroule, c'est parce qu'en amont, il y en a un autre qui se sera écroulé, qui aura fait s'écrouler un autre, etc. Je fais un travail de généalogiste, je fais un travail de médecin. Oui. Et le cancérologue qui diagnostique un cancer n'est pas cancéreux, et il ne dit pas « oh, c'est bien le cancer » ou « oh, c'est pas bien le cancer ». Il dit « je vois ça ». Et je pense que quand on dit il y a du terrorisme, c'est à mettre en relation avec notre politique internationale, et ça n'est jamais que la réponse du berger à la bergère, et ce que Clausewitz appelle la petite guerre, qui est une réponse des petits pays aux grands pays qui tâchent de mener des grandes guerres. Que c'est cet Occident judéo-chrétien qui a tiré le premier, si j'allais résumer. Après ça, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Je ne sais pas s'il a tiré le premier, sauf qu'on imagine bien que quand il y a du côté de l'Occident des armes extrêmement performantes et que ces gens-là décident un jour d'entrer dans un pays où on est à la flèche, à la sagaie ou à la massue, il est bien évident que c'est facile d'imposer sa loi. Si vraiment on veut chercher, vous avez raison, faisons un travail de généalogie, ce sont les guerres révolutionnaires. Ces gens qui nous ont dit on a réglé le problème pour la planète entière. En 1792 ou 93, les Jacobins disent qu'ils ont la vérité et que cette vérité, ils doivent l'imposer à la planète entière. Et ils décident, en 1792, de faire des guerres. Jaurès dit qu'il n'y avait pas besoin de faire des guerres. Aucune monarchie ne menaçait la Révolution française. C'est Jaurès qui le dit, un socialiste, dans son histoire socialiste de la Révolution française. Et nous sommes restés sur cette idée que nous avons la vérité et qu'il faut mener des guerres coloniales et que les gens vont vivre selon les principes de la raison occidentale parce que c'est la vérité universelle et planétaire. Et il se fait qu'un jour, et il y a des gens qui disent ben non, il y a eu la décolonisation, et puis aujourd'hui, il y a cette idée que puisque l'Occident est un peu à genoux, eh bien on peut peut-être en profiter pour le mettre franchement par terre. Oui, mais quand vous dites que ces judéo-chrétiens qui ne font plus d'enfants, parce qu'ils ne respectent plus cette religion qui poussait à faire ses enfants, parce qu'il y a ce consumérisme, cet individualisme, et vous dites il y a ces populations qui arrivent issues des guerres menées par cet Occident sur leur propre sol, et qui amènent une modification de la configuration spirituelle, intellectuelle, et religieuse de l'Europe, ça n'est pas, comme certains le diraient, la théorie du grand remplacement. Non, c'est pas ça. N'est pas ça. Non, je dis juste que, vous parliez tout à l'heure de philosophes qui défendent effectivement la guerre planétaire. Parlons de Bernard-Henri Lévy, qui a été de ceux qui ont pris la tête de la croisade de cette guerre qu'il aurait fallu mener contre la Libye, parce que la destruction de Kadhafi aurait généré immédiatement le surgissement de la démocratie, comme par enfantement. On détruit Kadhafi, c'est-à-dire qu'on détruit un type d'équilibre, c'était d'ailleurs un type laïque d'équilibre, je le rappelle quand même, la Libye de Kadhafi, exactement de la même manière que l'Irak de Saddam Hussein était un
équilibre laïque, et qu'effectivement, on n'a pas le choix entre la dictature et la démocratie, on a le choix entre des modalités diverses et multiples, mais la démocratie, elle est plutôt rare sur la planète. Et de fait, quand on a détruit ce pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté les gens les uns contre les autres, les tribus les unes contre les autres, parce que les logiques sont tribales et pas nationales, et puis après les religions les unes contre les autres, les sunnites contre les chiites, etc. Et on se retrouve avec des gens qui disent « mais moi je quitte ce pays où je risque ma peau, on a déjà tué mon père, ma mère, mes enfants ou je ne sais quoi ». Ils arrivent en France en traversant la Méditerranée, et ils disent on vient ici parce qu'on va refaire notre... Il n'y a pas d'assimilation possible, réellement, Michel Mais Onfray. il y a de l'assimilation quand on fait ce qu'il faut pour. C'est-à-dire que cette espèce de générosité extrêmement cynique qui consiste à dire « venez et puis vivez sous les ponts », je trouve ça immonde, je trouve ça obscène. On ne peut pas dire à des gens « venez chez moi, dîner », mais en même temps, il n'y a rien à manger, et puis vous allez rentrer dans le KGB, et je vous ai invité, ça va bien suffire. Mais en quoi c'est une menace, finalement, cette démographie-là? Je ne dis pas que c'est une menace. Cette présence en nombre de personnes qui viennent d'une autre civilisation. Je ne dis pas ça. Je dis tant qu'on laisse venir des gens à qui on ne donne pas des cours d'alphabétisation, des cours de civilisation, à qui on ne rend pas la République désirable, mais évidemment, ils arrivent avec leur langue, leurs coutumes, leurs pratiques, et on estime qu'ils sont là, et on va faire avec eux, on va leur trouver de l'argent, on va les aider, etc. Et je dis, ça n'est pas une solution. Je dis juste qu'on ne peut pas se contenter d'accueillir la misère en disant que la misère est toujours bienvenue, parce que ce sont souvent des gens qui vivent bien, qui sont là pour, et qui sont d'accord pour qu'on accueille la misère. La misère, ça se combat. Mon combat de gauche fait que j'estime qu'on ne peut pas dire aux gens « venez » en sachant très bien qu'on n'aura pas les moyens de les aider et qu'on les envoie dans le mur, dans la misère, dans la pauvreté, et qu'on entretient le ressentiment, qu'on entretient effectivement la violence ou la haine. On sait très bien aujourd'hui que de toute façon la justice n'en peut plus, que la police n'en peut plus, que l'état de droit... C'est un discours qu'on entend au Front National, par exemple. Moi, mon problème, c'est pas de savoir ce que pense le Front National. Je ne veux pas savoir en disant « bon, le Front National pense ça, donc pour dire la vérité, je dois penser le contraire du Front National, parce qu'il faudrait faire la même chose avec Mélenchon, parce qu'il faudrait faire la même chose avec je ne sais pas qui. » Je ne pense pas à partir de ce que les gens pensent en disant « je suis de gauche, donc je devrais penser comme Macron » ou « je ne devrais pas penser comme... » etc. Sinon, j'ouvre Libération et puis je récite le catéchisme de Libération et j'estime que je suis de gauche. Être de gauche, c'est juste dire « et si nous avions le souci du peuple ?» Et si nous avions le souci des sans-grades, des petits, des oubliés, des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas joindre les deux bouts, des gens qui n'ont pas la sûreté ou la sécurité, qui ont peur, parce qu'on brûle leur voiture, parce qu'on cambriole leur maison, et que quand ils portent plainte, on leur dit on a autre chose à faire, il y a des dossiers épais comme ça partout, donc tant pis, et puis voilà. Donc c'est ça être de gauche, c'est d'imaginer que la misère, elle est beaucoup plus généralisée que ce qu'on croit. Il n'y a pas que la misère étrangère qui serait une misère propre, parce qu'elle nous permettrait d'être généreux avec la misère des autres quand elle vient d'Irak, quand elle vient, etc. Puis en même temps, on serait méprisant avec la misère du paysan qui se pend parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, avec la misère de l'étudiant qui est obligé de livrer des pizzas pour payer ses études, ou de la jeune fille qui est étudiante aussi et qui se prostitue pour pouvoir payer son loyer. Vous êtes un tragique, vous le dites vous-même. Vous ne croyez pas au lendemain qui chante? Vous ne croyez pas qu'on puisse finalement inverser cette décadence dont vous parlez dans ce livre? Vous dites qu'il y a la droite qui croit qu'on va restaurer le passé, la gauche qui rêve à un futur absolument impossible. Vous êtes dans ce tragique, dans cette espèce d'impasse où vous dites rien n'est possible, il faut sombrer avec élégance. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est votre expression? Oui, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on a un train qui est à vive allure, il n'y a plus de chauffeur, et on sait très bien qu'au bout de la ligne, on va se précipiter dans un gouffre. Bon, c'est une métaphore, mais en même temps, est-ce que la question aujourd'hui est est-ce qu'on ralentit de 10 km/h ou de 5 km/h? Non, je pense qu'il faudrait ralentir de 13 km/h. On est dans des débats, des petites guerres picrocolines entre les partis, on voit bien avec les primaires d'ailleurs aujourd'hui, alors que le problème il n'est plus là, c'est fini, c'est fichu, c'est foutu. Ça ne sert à rien, cette élection présidentielle. Non, à rien du tout. Ce candidat Fillon qui proclame qu'il est catholique. Oui, non, je pense que invitez-moi après les élections et vous verrez, je peux vous dire aujourd'hui que celui qui sera élu sera quelqu'un qui défendra l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, et que si tel n'était pas le cas, ça voudrait dire que Marine Le Pen est au pouvoir et que de toute façon, si on annonce son élection à 8h, à 20h15, il y a le bazar complet dans la rue. Et on verra si la police obéit, si l'armée obéit, ce qui se passe véritablement. La France est devenue ingérable. Et si il se fait qu'on acceptait qu'elle soit élue, elle ferait en 3 mois ce que Tsipras a fait en Grèce, c'est-à-dire qu'elle serait finalement le doigt sur la couture du pantalon, obéissant au marché, au capitalisme, qui a les moyens de mettre tout ce monde là au pas. Oui, mais en même temps, vous dites, on n'est pas prêt à mourir pour un iPhone. C'est l'expression que vous employez, Michel Onfray. Oui. On a presque envie de vous dire tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Sûrement.
Sûrement, parce qu'effectivement, on a trop joué avec la chair des pauvres en les envoyant à Verdun se faire massacrer pour pas grand-chose. Mais on est dans cette situation où il est bon que les gens n'aient plus envie de faire la guerre, parce que je suis un pacifiste radical. Mais quand en face de soi, on a des gens qui ont décidé de la faire, c'est pas nous qui décidons que la guerre doit avoir lieu, si d'autres ont décidé qu'ils la feraient. Et s'ils la font et qu'ils nous la font, qu'est-ce qu'on fait? Et si on laisse Elle n'a faire... pas déjà lieu, la guerre, comme le répète Manuel Valls tous les jours, par exemple? Si, je pense que Manuel Valls a raison de le dire. C'est peut-être un des rares au Parti socialiste à être lucide sur cette question-là. Et il y a de la guerre quand effectivement... Oui, mais vous dites qu'elle est déjà perdue, la guerre, si on lit votre livre. C'est une guerre civile. Nous sommes dans une logique de guerre civile. Alors ceux qui disent que ce n'est pas la guerre, il faut 2 armées, etc. Je veux bien, ils sont dans la vieille logique de Clausewitz du 19e siècle. Et il y a la guerre civile. Quand des Français tirent contre d'autres Français parce qu'ils ne défendent pas les mêmes visions du monde, ça s'appelle une guerre civile. Et nous sommes dans le début d'une guerre civile. Il faudrait commencer par dire qu'elle a lieu. Tous ceux qui nous disent qu'elle n'a pas lieu sont des gens qui la laissent faire et qui la laissent avancer, et qui sont des dangereux pyromanes. Merci Michel Onfray. Flammarion, qui publie donc ce livre, 2e volume, après Cosmos et avant Sagesse, la suite. Sagesse sera l'occasion de ne pas désespérer, puisque je dis il ne nous reste plus qu'à mourir avec élégance. Je dirais quelles sont les modalités de cette mort élégante. Merci Michel Onfray. C'est moi.